Il y a peut-être des questions dans le public. Donc pendant qu'on a encore 5 ou 6 minutes avant de se faire virer par les haches de la fantaisie, est-ce que quelqu'un a des questions à poser, soit à l'ensemble du panel qui est présent, soit à un auteur en particulier? Et soyez pas timide et faites pas semblant. Yes. Je me demandais par rapport à ce qui a été dit par rapport à la science-fiction, comme il y a une influence anthropologique sur la société. Ouais. Ah pardon. Donc c'est par rapport à ce qui a été dit par Si tu par peux venir Serge. poser ta question qu'on puisse traduire pour Stan. Ah. Si tu peux la dire un peu plus fort, de façon à ce qu'on entende. Pas trop vite là. Non, pas assez fort en fait. Faut que tu parles plus fort. Plus fort. C'est par rapport à l'acquis enfin, c'est pas vraiment l'acquis, c'est l'impact de la littérature de science-fiction sur la société et à certains outils qu'elle a donnés pour penser le monde un peu. C'est ce qui a été dit. Et je me demandais si c'était pas, je me base un peu bassement sur, je reprends un peu Thomas Kuhn, cette structure des révolutions scientifiques, où lui il identifie des paradigmes qui interviennent à certains moments de l'histoire des sciences, et puis qui à partir de là font école. Et je me demande s'il n'y a pas, si c'est pas plutôt là qu'il faudrait voir cette espèce d'intérêt pour le futur qui vient, ou cet intérêt pour la prospective, et qui expliquerait aussi pourquoi il n'y a pas eu 1000 auteurs à l'époque de Jules Verne ou de Wells, parce que ces gens ont un peu valeur de paradigme, ils initient une sorte de tradition littéraire, au même titre que tout à coup la théorie une théorie de la gravitation newtonienne vient et met un jalon. Alors il n'y aurait pas forcément un auteur qui aurait son paradigme, mais peut-être qu'il y a comme ça une mosaïque de paradigmes qui expliquerait pourquoi après il y a plein de copycats qui viennent derrière, des gens qui font pareil, de façon dégradée, ou comme disait Richard Marzano, qui font leur trip, et pourquoi il y en a d'autres qui ont valeur de jalon. Ouais. Il n'y a pas réellement une question, mais il y a un commentaire auquel je peux répondre par un commentaire. Voilà. Et ça me permet aussi de répondre au thème de la science-fiction qui serait mauvaise prophétesse, c'est-à-dire qui finalement se tromperait le plus souvent dans sa tentative pour prédire le futur. Et d'ailleurs, la plupart du temps, les auteurs disent clairement qu'ils ne souhaitent, c'est pas ce qu'ils font. On peut prendre un autre exemple que le futur, parce que c'est peut-être plus parlant. Le fait, par exemple, de se penser, de penser sa propre déviance dans le monde contemporain, sous des appellations qui proviennent directement de la science-fiction. Par exemple, ces gens sont des humanoïdes, ou ces gens sont des mutants, ou ces gens sont des martiens. Ce sont des manières de dire ces gens sont différents. C'est un groupe de gens qui ont des intérêts incompréhensibles. Ça évite de dire geek, justement, mais c'est la même chose. C'est typiquement ce que la science-fiction fait, à l'échelle anthropologique pour moi. C'est-à-dire qu'elle ne prédit pas le futur, mais elle crée des images qui servent à se penser soi-même de manière compréhensible dans les représentations du paradigme ambiant. Pour reprendre l'exemple de l'informatique personnelle, effectivement, à part peut-être un texte de Murray Leinster, un logique nommé Joe. Voilà. A logic named Joe was the first time Internet actually appeared. It was back in 1930 ouais, something. Dans les années 50, peut-être 60. Il n'y a pas la science-fiction a complètement raté l'émergence de l'informatique personnelle. Et donc, elle a rien à dire sur la science-fiction classique des années 50-60, sur le monde dans lequel on vit. De ce point de vue-là, elle n'a rien vu. Mais c'est peut-être pas ça son rôle. Son rôle, c'est plutôt ce qu'a fait William Gibson et derrière lui tous les cyberpunk à partir des années 80, qui est de constater l'émergence une fois qu'elle s'est produite et de créer les images qui permettent de jouer avec cette nouvelle condition. Or, ces images, les images de la relation homme-machine telles qu'elles ont été élaborées par les cyberpunk, une relation quasi personnelle, une relation qui peut éventuellement être directe par une interface organique homme-machine, une relation dans laquelle l'homme se dématérialise pour jouer directement avec les données. Ce sont des images qui ont irrigué complètement l'esthétique. Il suffit de regarder n'importe quel magazine d'informatique pour voir qu'elles circulent encore, ces images nées des cyberpunk. Et ce sont ces images qui nous aident à penser notre rapport avec... Enfin, elles nous aident à penser ou elles orientent. Mais en tout cas, elles agissent sur notre rapport à l'informatique. Ce que tu dis me fait penser à ce dont parlait tout à l'heure Stan. Il mettait l'accent sur un aspect contre-culture. On devrait se réjouir que la science-fiction est une notion de contre-culture. Tu fais appel à Gibbons. Finalement, il y a comme
il y a comme une clôture, je dirais, entre Wells et Gibbons. Wells étant socialiste à l'époque, donc un mouvement engagé dans un mouvement politique de contre-culture de la bourgeoisie dirigeante à l'époque, et Gibbons lui-même, Gibson, pardon, Gibson étant lui-même engagé dans un mouvement de contre-culture. Donc, et peut-être que ça marque le point final, parce qu'à partir de là, la société a changé aussi et récupère la contre-culture comme objet de consommation. Donc à partir du moment où la contre-culture devient un objet de consommation comme un autre, qu'on vide de son sens pour n'en reproduire que les formes, ça peut aussi expliquer le thème du déclin de la science-fiction tel qu'il est évoqué sur ce sujet. Merci. On va s'arrêter là et on va laisser la place au suivant. Je vous rappelle que une bonne